Ma femme a claqué les papiers sur la table et a dit qu'elle garderait la maison, les enfants, et que je n'aurais rien. J'ai signé sans hésitation. Mon avocat a chuchoté, « Es-tu fou ?» Elle a appelé toute la famille pour fêter ça. Je riais parce qu'elle avait oublié. Brenda a jeté les papiers sur la table avec une telle force que l'impact a résonné dans toute la pièce. Elle m'a dévisagé avec des yeux ardents et a pointé un doigt vers les documents, comme si elle avait déjà gagné avant même que j'ouvre la bouche. Je vais garder la maison, les enfants, et tu ne verras rien de tout ça. Adolfo, mon avocat, s'est immédiatement penché vers moi. Sa voix n'était qu'un murmure tendu, presque désespéré. Aurelio, es-tu fou? Ne signe pas ça. Tu sais ce à quoi tu renonces. J'ai pris le stylo et j'ai signé sans hésitation. Brenda a appelé sa sœur Juana. Le soir même, je les ai entendus célébrer depuis le couloir. Des rires, des toasts, des mots qui coupaient comme du verre. Elle pensait m'avoir détruit. Qu'elle avait tout gagné. Mais je souriais parce que Brenda, dans toute sa fureur, dans toute sa certitude de m'avoir écrasé, avait oublié quelque chose. Quelque chose qui changeait absolument tout. Et au moment où elle a signé ses papiers devant le juge, cet oubli allait lui coûter tout ce qu'elle pensait avoir gagné. Chaque centime, chaque mètre carré, chaque victoire qu'elle avait célébrée prématurément. Mais pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, je dois vous ramener 18 ans en arrière. Parce que cette histoire n'a pas commencé par un divorce. Elle a commencé bien plus tôt, en silence, avec de petites choses que j'ai trop longtemps ignorées, avec des regards dont je me détournais, avec des questions que je ne posais pas. Avec des vérités que je préférais ne pas voir parce qu'il était plus confortable de continuer à croire que tout allait bien. J'ai rencontré Brenda quand nous avions tous les deux 27 ans. Elle était le genre de femme qui remplissait une pièce sans effort. Elle parlait fort, riait encore plus fort, et avait une façon de vous regarder qui vous donnait l'impression d'être la chose la plus importante au monde. J'étais ingénieur. Je travaillais 12 heures par jour, dormais peu, et je rêvais d'avoir un jour quelque chose à moi. Je n'avais pas grand-chose à offrir à l'époque, du moins pas sur le plan matériel. Mais elle a dit que cela n'avait pas d'importance pour elle. Nous le construirons ensemble, m'a-t-elle dit un jour, très tôt, avec cette voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait me faire croire quelque chose. Et je l'ai cru complètement, sans réserve. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, une petite cérémonie avec nos 2 familles, sans grand luxe, mais avec tout ce que je ressentais à ce moment-là. Ma mère, Lydia, m'a pris la main avant que nous n'entrions dans l'église et m'a dit quelque chose qu'il m'a fallu des années pour comprendre pleinement. Elle l'a dit à voix basse, presque comme si elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre l'entende. Aurelio, un homme qui construit doit très bien savoir avec qui il partage ce qu'il construit. Sur le moment, j'ai pensé que ce n'était que l'émotion du jour, cette sagesse légèrement exagérée qu'ont les mères dans les moments importants. Plus tard, j'ai compris qu'elle avait vu quelque chose que moi, avec toute mon intelligence d'ingénieur, je n'avais pas voulu voir. Les premières années ont été bonnes, ou du moins c'est ce que je continuais à me dire chaque fois que quelque chose clochait. Nous avons travaillé, nous avons économisé, nous avons eu nos enfants. J'ai continué à forcer, à ajouter des heures, à sacrifier des week-ends entiers, à annuler des vacances, à repousser tout ce qui ne concernait pas la croissance de ce que je construisais, car à ce moment-là, j'avais déjà ma propre entreprise. Une entreprise que j'avais bâtie de zéro avec mes décisions, avec mes contacts, avec mon nom signé sur chaque contrat et sur chaque risque. Brenda n'y travaillait pas directement au début, mais petit à petit, elle a commencé à se présenter plus souvent aux réunions. Elle disait qu'elle voulait me soutenir, qu'elle voulait comprendre ce que je faisais, qu'il était important pour elle de faire partie de quelque chose d'aussi significatif. Je l'ai interprété comme de l'amour, comme un intérêt sincère, comme un signe que nous grandissions ensemble, que le mariage mûrissait d'une belle manière. Aujourd'hui, je sais que je lisais la situation de manière complètement erronée. C'est vers la 8e année de notre mariage que j'ai commencé à remarquer de petites choses. Des dépenses qui ne correspondaient pas quand je vérifiais les relevés bancaires. Des appels qui se coupaient brusquement quand j'entrais dans la pièce. Elle rangeait son téléphone à une vitesse anormale. Des voyages qui étaient prétendument pour le travail et qui duraient un jour de plus que prévu. Toujours avec une explication différente, toujours parfaitement raisonnable. Je posais la question et elle avait toujours une réponse toute prête, fluide, sans faille visible. Elle était extraordinairement douée pour fabriquer des réponses. J'aurais dû le remarquer plus tôt. Un mardi,
Je suis arrivé au bureau plus tôt que prévu. J'avais terminé une réunion avec un client plus vite que prévu et j'ai décidé de rentrer sans appeler à l'avance. En entrant dans le couloir principal, j'ai vu Rodrigo, mon associé de l'époque, sortir de la salle de réunion avec un sourire qui ne correspondait à aucun contexte que je pouvais comprendre. Brenda était à l'intérieur, rangeant des papiers avec des mouvements calmes, comme si de rien n'était. Ils m'ont dit qu'ils examinaient des contrats en attente. Rodrigo m'a tapé sur l'épaule avec assurance et est parti. J'ai hoché la tête. J'ai continué à marcher vers mon bureau et j'ai essayé de me convaincre qu'il n'y avait rien d'étrange dans ce que je venais de voir, mais quelque chose a changé en moi ce jour-là. Pas soudainement, pas avec une clarté dramatique. C'était comme une petite fissure dans un mur qui semble encore complètement solide de l'extérieur. On ne le voit pas tomber, mais on sait déjà, quelque part au fond de soi, que quelque chose à l'intérieur est brisé et que tôt ou tard, ce mur va céder. Les conversations à la maison sont devenues de plus en plus vides avec le temps. Brenda a commencé à me traiter avec une impatience qui n'existait pas auparavant, comme si j'étais un obstacle sur son chemin au lieu d'être son partenaire. Quand je parlais de l'entreprise, elle changeait de sujet pour parler d'autre chose. Quand je prenais des décisions importantes, elle les remettait en question en public, devant les autres, avec un sourire qui faisait passer le tout pour une plaisanterie légère, mais ce n'était jamais le cas. C'était une forme d'érosion. Lente, constante, chirurgicale. Et pendant trop longtemps, j'ai continué à ignorer ce que je voyais. J'ai continué à travailler. J'ai continué à construire. J'ai continué à me dire que ce n'était que de l'épuisement accumulé. Que chaque mariage traverse des phases difficiles. Que les choses iraient mieux si j'essayais juste un peu plus. C'est le plus vieux piège du monde. Et je suis tombé dedans comme si c'était la première fois qu'on le tendait. Jusqu'à ce qu'un mardi matin, sans annonce préalable, sans aucune dispute précédente, Brenda entre dans la cuisine avec une expression que je n'avais jamais vue sur elle et me dise, avec un calme qui m'a glacé jusqu'aux os, qu'elle voulait divorcer. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas tremblé. Elle n'a pas cherché mon regard pour voir comment j'allais réagir. Elle l'a dit comme quelqu'un qui annonce qu'il va changer de supermarché, comme si c'était une décision administrative, quelque chose qui était déjà réglé bien avant d'être dit à voix haute. Et à ce moment-là, pendant que j'assimilais ces mots, debout devant le café qui refroidissait sur le comptoir, quelque chose s'est mis en place en moi. Pas avec de la colère, pas avec de la douleur, mais avec une clarté étrange, presque froide. Parce que je me préparais à ce moment depuis des semaines, sans qu'elle le sache. Des semaines à parler silencieusement avec Adolfo. Des semaines à rassembler des informations que Brenda pensait que je ne trouverais jamais. Des semaines à construire quelque chose sous la surface. Invisible, patient, ferme. Elle pensait que ce divorce était le début de sa victoire. Pour moi, c'était exactement le moment que j'attendais. Et quand elle a jeté ses papiers sur la table et m'a dit qu'elle allait tout garder, quand Adolfo m'a chuchoté à l'oreille que j'étais fou, quand j'ai pris ce stylo et que j'ai signé sans hésitation, ce n'était pas une capitulation. C'était la dernière pièce du plan qui tombait exactement là où elle devait tomber. Ce soir-là, après que Brenda a rangé les papiers et quitté la pièce avec ce sourire que je trouvais désormais insupportable, je suis resté seul dans le salon. Le silence de la maison avait un poids différent. C'était le silence de quelqu'un qui pense avoir déjà gagné, qui n'a plus besoin de faire semblant, qui peut se détendre parce que l'ennemi est déjà tombé. J'ai entendu ses pas monter les escaliers. Je l'ai entendu fermer la porte de la chambre négligemment, avec cette nouvelle indifférence qu'elle avait adoptée ces derniers mois, comme si c'était un droit acquis. Je me suis servi un verre d'eau. Je me suis assis sur la même chaise où j'avais signé ces papiers moins de 2 heures auparavant. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pris une grande inspiration sans avoir la poitrine lourde. Adolfo m'a appelé à 22 heures. Il ne m'a pas salué. Il a dit directement, « Aurelio, j'ai besoin que tu m'expliques ce que tu viens de faire, parce que de mon point de vue, tu viens de céder 18 ans de ta vie avec une seule signature. » Je lui ai répondu calmement, « Adolfo, demain à 9 heures dans ton bureau. Apporte tout ce que nous avons préparé, tout. » Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu quelque chose que j'avais très rarement entendu de la part de cet homme, une sorte de soulagement contenu, comme si mes mots venaient de confirmer quelque chose qu'il espérait être vrai. « D'accord, » a-t-il dit. J'ai raccroché, j'ai éteint la lumière du salon et je suis monté dans la chambre d'amis, qui, depuis des semaines, était l'endroit où je dormais sans que Brenda ne fasse de remarques à ce sujet.
Elle n'avait même pas posé de questions. Cela aussi m'en disait long. Je me suis allongé sur ce petit lit dans cette pièce sans décoration et j'ai fixé le plafond pendant un long moment. J'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à l'expression qu'ils auraient sur leur visage quand tout cela serait terminé d'une manière que personne n'attendait. J'ai pensé à Lydia, ma mère, qui m'avait appelé cet après-midi-là sans rien savoir de ce qui se passait, juste pour me demander comment j'allais, avec cette intuition qu'ont les mères et qui ne s'explique jamais totalement. Je lui ai dit que tout allait bien. Et pour la première fois depuis longtemps, cette phrase n'était pas un mensonge absolu. Parce que tout, d'une manière que personne autour de moi ne pouvait encore voir, commençait à se mettre en place. Ce que Brenda ne savait pas, ce qu'elle n'a jamais imaginé en célébrant avec Juana ce soir-là, c'est que j'avais commencé à avoir des soupçons avec suffisamment d'avance, non pas soudainement, non pas à cause d'une révélation dramatique. Mais à cause de quelque chose de bien plus banal et de bien plus dévastateur, les chiffres. Je suis ingénieur. Je travaille avec des données depuis des décennies, avec des projections, avec des structures qui doivent concorder avec une précision millimétrique. Et depuis environ un an, les chiffres de mon entreprise avaient cessé de concorder d'une manière qui ne pouvait s'expliquer par des arguments normaux. Des marges qui se réduisaient sans raison évidente. Des contrats générant moins que prévu. Des dépenses d'exploitation en hausse dans des catégories où il n'y avait aucune justification visible. Au début, j'ai attribué cela au marché. Puis je l'ai attribué à l'inflation. Ensuite, j'ai continué à chercher des explications raisonnables, parce que la véritable explication était trop inconfortable pour être regardée en face. C'est un vendredi après-midi, en restant tard au bureau alors qu'il n'y avait personne d'autre, que j'ai ouvert un dossier de fichiers que je n'examinais normalement pas directement, car Rodrigo était en charge de ce domaine. C'était un dossier de transferts interdépartementaux, des chiffres qui, en théorie, représentaient des mouvements de capitaux internes entre différentes divisions de l'entreprise. Mais quand j'ai commencé à suivre ces chiffres de près, quand j'ai commencé à retracer où allaient réellement ces transferts, j'ai trouvé quelque chose qui m'a laissé paralysé devant l'écran pendant plusieurs minutes, incapable de bouger. L'argent ne restait pas à l'intérieur de l'entreprise. Il sortait en montants soigneusement fractionnés pour éviter de déclencher des alertes automatiques, via des comptes intermédiaires qui, sur le papier, ressemblaient à des fournisseurs légitimes. Mais quand j'ai commencé à les vérifier un par un, ils n'existaient pas en tant que véritables entreprises. C'étaient des structures, des sociétés écrans, des noms enregistrés des mois auparavant avec des adresses qui ne correspondaient à aucune entreprise réelle. Et au bout de cette chaîne, quand j'ai réussi à suivre la piste jusqu'à son terme, l'argent arrivait sur un compte que je ne connaissais pas, un compte qui n'était pas au nom de Rodrigo. Il était au nom de Brenda. J'ai fixé cet écran pendant ce qui m'a semblé être plusieurs minutes, bien que ce ne fût probablement que des secondes. Mon esprit d'ingénieur a traité l'information avec une froideur dont j'ai été reconnaissant à ce moment-là. Ce n'est pas de la colère que j'ai ressentie en premier. C'était plutôt une compréhension totale, comme lorsqu'on résout un problème qu'on a été incapable de déchiffrer pendant des semaines et que soudain, toutes les pièces se mettent en place en même temps. Tout concordait. Les voyages, les appels coupés, la présence de Brenda à des réunions où elle n'avait aucune raison d'être. L'amitié de plus en plus étroite avec Rodrigo que j'avais interprétée comme une simple camaraderie professionnelle. Les questions subtiles qu'elle posait sur les contrats, sur les clients, sur les projections financières, des questions auxquelles je répondais avec confiance parce qu'elle était ma femme et que je n'aurais jamais imaginé que ces informations puissent être utilisées contre moi. Tout cela avait été un système construit avec patience, construit avec intelligence, et construit juste sous mon nez. Pendant que je continuais à travailler, je continuais à faire confiance. Je continuais à être exactement le genre d'homme dont ils avaient besoin pour que le plan fonctionne. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis rentré chez moi, je me suis assis dans l'obscurité du bureau et j'ai passé des heures à assimiler ce que j'avais découvert. Le lendemain matin, sans rien dire à Brenda, sans absolument rien changer à mon comportement extérieur, j'ai appelé Adolfo. Je ne lui ai pas tout dit au téléphone. Je lui ai juste dit que j'avais besoin de le voir d'urgence et que ce que j'avais à lui montrer était grave. Adolfo me connaît depuis plus de 12 ans. Il sait quand j'exagère et quand ce n'est pas le cas. D'après le ton de ma voix ce jour-là, il n'a posé aucune question. Il a juste dit, je vais annuler ce que j'ai de prévu ce matin. On se voit à 8 heures. Ce qui a suivi a été un processus qui a duré des semaines. Adolfo a engagé un jury comptable spécialisé dans la fraude financière,
un homme méticuleux et discret qui a examiné chaque document que j'avais trouvé et qui est allé beaucoup plus loin que moi. Chaque transfert a été retracé. Chaque compte intermédiaire a été identifié. Chaque fournisseur fantôme a été documenté avec son nom, sa date de création et son lien avec les comptes finaux. Le montant total qui avait quitté mon entreprise sur 18 mois s'élevait à environ 480 000 $. Quand Adolfo m'a montré le chiffre final, il l'a prononcé lentement, comme s'il avait besoin de s'assurer que je l'assimilais bien. Et j'ai hoché la tête sans surprise, sans drame, parce qu'à ce stade, je savais déjà. Ce que je ne connaissais pas encore, c'était l'ampleur exacte. Et de le voir sous la forme d'un chiffre concret, documenté, traçable et vérifiable a définitivement changé quelque chose en moi. Il n'y avait plus aucun doute, plus aucune possibilité qu'il s'agisse d'une erreur comptable ou d'une mauvaise gestion. C'était intentionnel. C'était systématique. Et il y avait deux responsables. Rodrigo, qui avait utilisé sa position d'associé pour exécuter le mécanisme, et Brenda, qui avait mis son nom sur le compte final, qui avait été l'architecte du plan depuis le début. Ainsi, quand elle m'a dit qu'elle voulait divorcer, quand elle est arrivée avec les papiers et m'a dit qu'elle allait garder la maison et tout ce que nous avions construit, je savais déjà quelque chose qu'elle ne pouvait pas imaginer. Ce qu'elle revendiquait comme sien était déjà repéré. Et ce que j'avais signé cet après-midi-là n'était pas une capitulation. C'était le piège qui se refermait. Les jours qui ont suivi la signature ont été les plus étranges dont je me souvienne. Brenda se déplaçait dans la maison avec une légèreté que je ne lui avais pas vue depuis des années. Elle chantait en préparant le café. Elle parlait au téléphone avec Juana pendant des heures avec ce rire libéré qu'ont les gens quand ils pensent n'avoir plus rien à perdre parce qu'ils ont déjà tout gagné. Elle me regardait de temps en temps avec une expression mêlant pitié et satisfaction. Comme quelqu'un qui observe une personne venant de commettre la plus grosse erreur de sa vie sans s'en rendre compte. Je les laissais faire. Je me levais tôt, je prenais mon petit déjeuner en silence, j'allais au travail comme n'importe quel autre jour. Je n'ai rien changé à ma routine. Je n'ai montré aucune nervosité. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas essayé de relancer une conversation sur le divorce ou sur les papiers, ou quoi que ce soit qui aurait pu l'alerter sur le fait qu'il se passait quelque chose sous la surface. Cette normalité faisait partie du plan. Adolfo me l'avait dit clairement dès le début, moins elle se doutera de quelque chose, meilleure sera notre position. Laisse-la continuer à croire qu'elle a gagné. Laisse-la rester détendue. Une personne qui pense avoir déjà gagné ne se prépare pas à ce qui l'attend. Et j'ai appliqué cela avec une discipline qui m'a surpris moi-même. Un jeudi après-midi, Brenda est entrée dans la cuisine pendant que je vérifiais des documents à table et m'a demandé, d'une voix presque amicale, quand j'allais commencer à chercher un appartement. Je lui ai répondu que je m'en occupais. Elle a hoché la tête, s'est versé un verre de jus de fruits et a quitté la cuisine sans rien dire d'autre. Elle n'a même pas pris la peine de me regarder pendant qu'elle parlait. Pour elle, je faisais déjà partie du passé. Un chapitre clos, un problème résolu. Ce qu'elle ignorait, c'est que pendant qu'elle dormait paisiblement ces nuits-là, Adolfo et le jury comptable finissaient de monter le dossier le plus complet qu'un juge aux affaires familiales de cette ville ait vu depuis longtemps. Chaque transfert documenté, chaque compte intermédiaire identifié avec sa date d'ouverture et son lien direct avec les comptes finaux, chaque mouvement retracé jusqu'au dernier centime pour les 480 000 $ qui avaient quitté mon entreprise de manière systématique. Fractionné et intentionnel sur 18 mois. Mais ce n'était pas tout, car pendant que le comptable travaillait sur les chiffres, Adolfo avait fait autre chose. Quelque chose que je ne lui avais pas explicitement demandé de faire, mais qu'il avait initié de son propre chef avec cette intuition d'avocat expérimenté que ses seuls chiffres racontent rarement toute l'histoire. Il avait engagé quelqu'un pour examiner l'historique des propriétés enregistrées au nom de Brenda au cours des 2 dernières années. Et ce qu'il a trouvé m'a pris par surprise, moi qui pensais être prêt à tout. Brenda avait enregistré 3 propriétés, une en ville, 2 en dehors. Aucune des 3 ne figurait dans les papiers du divorce qu'elle avait elle-même déposé. Aucune n'avait été déclarée comme faisant partie des biens communs. Elles étaient enregistrées sous une combinaison de son nom et de celui d'une petite société qu'elle avait créée 18 mois plus tôt, juste au moment où les mouvements irréguliers dans mon entreprise avaient commencé. La société portait un nom générique, le genre de nom qui n'attire pas l'attention quand on le voit sur un document. Elle avait une adresse enregistrée, un numéro d'identification fiscale, et sur le papier, elle ressemblait à une petite société de conseil. Mais elle n'avait pas de vrais clients, pas d'opérations vérifiables,
rien de ce qu'une véritable entreprise devrait avoir. C'était une structure conçue spécifiquement pour recevoir de l'argent et le convertir en propriété qui, en théorie, n'avait aucun lien visible avec mon entreprise ou avec moi. Quand Adolfo m'a montré les dossiers ce matin-là dans son bureau, il a étalé les documents sur la table un par un, lentement, comme s'il savait que chaque page nécessitait un moment pour être assimilée. Je les ai lus en silence. La valeur estimée des 3 propriétés s'élevait à environ 320 000 $, achetées comptant, sans hypothèque, sans financement bancaire facilement traçable. Reconnaissez-vous l'une de ces adresses, m'a demandé Adolfo. J'ai secoué la tête. Je n'avais jamais vu aucune de ces propriétés de ma vie. Nous n'avions jamais parlé de les acheter. Elles n'avaient jamais fait partie d'aucune conversation sur les investissements ou le patrimoine familial. Elles étaient apparues sans que je ne sache rien. Financées avec l'argent qui provenait de ce que j'avais construit, enregistrées dans des structures spécialement conçues pour que je ne les trouve jamais, à moins de savoir exactement où chercher. Adolfo a rassemblé soigneusement tous les papiers et les a mis dans un épais dossier qui était déjà rempli d'autres documents. Il m'a regardé de l'autre côté du bureau avec cette expression sereine qu'ont les avocats qui voient le pire des gens depuis des décennies et qui ont appris à ne plus être surpris. Aurelio, a-t-il dit, ce que nous avons ici n'est pas seulement un divorce compliqué. Ce que nous avons, c'est de la fraude, du détournement de biens, de la dissimulation d'actifs. Et si le ministère public décide de s'en mêler, et avec ceci en main il est très probable qu'il le fasse. Nous parlons de quelque chose qui va bien au-delà d'un tribunal aux affaires familiales. J'ai hoché la tête. J'ai réfléchi. Je savais que c'était le territoire dont nous nous approchions. Et je savais aussi qu'il était important de le gérer avec précision, car il y avait 2 personnes que je voulais protéger avant toute autre considération dans tout cela, mes enfants. Ils n'étaient coupables de rien. Ils étaient la seule chose dans cette histoire que je n'étais pas prêt à transformer en dommages collatéraux. J'ai donc dit clairement à Adolfo lors de cette même réunion que la stratégie devait les protéger en premier lieu, que toute démarche juridique que nous entreprendrions devait être construite de manière à les tenir autant que possible à l'écart du conflit. Adolfo a compris sans que j'aie besoin de l'expliquer 2 fois. Il était père lui aussi, et il était assez doué dans son travail pour savoir qu'un juge regarde toujours comment chaque partie traite les enfants dans une procédure comme celle-ci. La façon dont je gérais cette partie de la situation allait en dire long, et il voulait que cela dise exactement ce qu'il fallait. Pendant ce temps, Rodrigo continuait à se présenter à l'entreprise comme si de rien n'était. C'était la partie la plus difficile à gérer intérieurement pour moi, le voir arriver le matin avec son café, saluer le personnel avec cette aisance sociale qu'il avait toujours eue, entrer dans son bureau et fermer la porte. Je le saluais. Je répondais normalement à ses emails. J'assistais aux réunions où il présentait des rapports dont je savais maintenant qu'ils étaient conçus pour cacher ce qui se passait réellement avec les chiffres. C'était un exercice de contrôle que je ne souhaiterais à personne. Être assis en face de quelqu'un qui vous a trahi, qui a trahi votre confiance et votre travail pendant plus d'1 an, et devoir le regarder comme si vous ne saviez rien, comme si tout était encore pareil, comme si le monde qu'il pensait contrôler était encore intact. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je comprenais que le moment d'agir n'était pas encore venu et qu'agir prématurément pourrait ruiner tout ce que nous avions construit avec tant de patience. Un après-midi, Rodrigo est passé à mon bureau et m'a dit, avec une désinvolture que j'ai encore du mal à décrire, qu'il avait entendu parler du divorce, qu'il en était désolé et que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais compter sur lui. Il m'a tendu la main. Je l'ai serré. Je lui ai dit que j'appréciais. Et en le regardant s'éloigner dans le couloir, j'ai pensé aux 480 000 $. J'ai pensé aux 3 propriétés. J'ai pensé aux 18 mois de transfert fractionné qu'il avait exécuté depuis son poste d'associé tout en me regardant dans les yeux chaque matin et en m'appelant son ami. J'ai pensé à tout cela et j'ai continué à marcher vers mon bureau sans ajouter un mot, car le moment de parler approchait, et quand il arriverait, je n'aurais pas besoin d'élever la voix. Les preuves parleraient pour moi. C'est un lundi matin qu'Adolfo m'a appelé avant que je ne quitte la maison. Sa voix avait un ton différent des autres fois. Ce n'était pas exactement de l'urgence. C'était plutôt la concentration de quelqu'un qui vient de trouver la pièce manquante d'un puzzle très compliqué. Aurelio, j'ai besoin que tu viennes aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Je suis arrivé à son bureau 40 minutes plus tard. Adolfo était debout devant son bureau, ce qui était inhabituel pour lui, un homme qui gérait normalement même les situations les plus graves depuis le confort de sa chaise avec un calme parfois déconcertant.
Des papiers étaient étalés sur toute la surface du bureau, et un dossier supplémentaire se trouvait sur la chaise visiteur, qu'il a dû déplacer pour que je puisse m'asseoir. Il est resté debout et m'a regardé. Nous avons trouvé autre chose. Il l'a dit lentement, avec le poids exact que ces mots méritaient. Le jury comptable avait continué à retracer les mouvements financiers au-delà de là où nous étions initialement arrivés. Il avait examiné non seulement les comptes intermédiaires que nous connaissions déjà, mais aussi les relevés de transferts internationaux associés à la société écran que Brenda avait créée. Et dans ces registres, il avait trouvé quelque chose qu'aucun de nous n'avait anticipé. Une partie de l'argent n'avait pas été convertie en propriété locale. Elle avait quitté le pays. Des transferts effectués à des intervalles irréguliers, toujours pour des montants inférieurs au seuil de signalement automatique, vers un compte à l'étranger. Le pays de destination importait moins que le schéma lui-même, car ce schéma était indubitable pour quelqu'un qui sait lire ce genre de mouvement. C'était l'architecture classique de quelqu'un qui ne se contente pas de cacher de l'argent, mais qui se construit une porte de sortie, une vie parallèle ailleurs, financée avec de l'argent qui ne lui appartient pas, prête à être activée au moment où tout le reste serait réglé. Le divorce n'était pas la fin du plan de Brenda. C'était l'avant-dernière étape. J'ai fixé les documents pendant un long moment. Adolfo n'a rien dit pendant que j'assimilais l'information. Il savait comment laisser de la place à ce genre de silence. En levant les yeux, je lui ai demandé combien était parti au total vers ce compte étranger. Il m'a répondu sans détour. Environ 110 000 $ de plus, répartis sur 8 mois. Ajouté aux 480 000 $ du détournement initial et à la valeur des 3 propriétés locales, nous parlions de plus de 900 000 $ d'actifs qui avaient quitté ce que j'avais construit et qui étaient désormais répartis dans des structures spécifiquement conçues pour être difficiles à retracer. Difficiles à réclamer et difficiles à relier à ce qu'elles étaient réellement. De l'argent volé avec planification, avec le temps, avec la complicité de quelqu'un qui dormait dans ma propre maison. Rodrigo était-il au courant des transferts à l'étranger, ai-je demandé. Adolfo a marqué une courte pause. Le comptable pense qu'il a exécuté les premiers mouvements locaux et qu'à un moment donné du processus, Brenda a pris le contrôle direct de la partie internationale. Il y a un changement dans le schéma opérationnel qui le suggère. Mais prouver le niveau de connaissance exact de chacun dépendra de ce que nous trouverons dans la phase suivante. La phase suivante. Ces mots m'ont ramené au présent avec une clarté immédiate. Parce que jusqu'à ce moment-là, tout ce que nous avions fait, c'était documenter, retracer, comprendre l'ampleur du problème. Mais ce qui venait maintenant était différent. Ce qui venait maintenant, c'était d'agir. Adolfo s'est finalement assis, a rassemblé quelques papiers, les a alignés avec ce geste méthodique qu'il avait quand il était sur le point de dire quelque chose d'important. Et m'a regardé avec un sérieux que je reconnaissais déjà comme le prélude à une conversation qui allait changer le cours de tout. Nous avons 2 options, a-t-il dit. La première est de présenter tout cela directement au tribunal aux affaires familiales en réponse au divorce. Nous pouvons contester l'accord que tu as signé sur la base de la dissimulation d'actifs et de la fraude procédurale. Le juge gèle les avoirs le temps de l'enquête. C'est la voie la plus directe. J'ai hoché la tête. Et la seconde, nous déposons une plainte pénale parallèle. Fraude, détournement d'actifs. Peut-être blanchiment d'argent si les mouvements internationaux entrent dans le cadre des réglementations en vigueur. Cela implique les autorités fiscales et potentiellement d'autres organismes. C'est plus lent. C'est plus compliqué, mais la portée est complètement différente. Il y a eu un silence entre nous. Que recommandes-tu, lui ai-je demandé. Adolfo n'a pas répondu immédiatement. Il a pris un vrai moment pour réfléchir, ce que j'ai apprécié. Je ne voulais pas d'une réaction instinctive. Je voulais son véritable jugement après avoir vu tout ce que nous avions vu. Les deux, a-t-il finalement répondu. Simultanément. Nous déposons une contestation au tribunal aux affaires familiales pour geler immédiatement les actifs et l'empêcher de déplacer plus d'argent ou de transférer les propriétés avant que la procédure n'avance. Et en parallèle, nous activons la plainte pénale pour qu'il y ait une enquête formelle qui aille au-delà de ce qu'un tribunal aux affaires familiales peut ordonner seul. C'était la bonne réponse. Je l'ai su au moment même où je l'ai entendu. Ce qui a suivi a été une semaine de travail intense qui s'est déroulée complètement hors de la vue de Brenda et de Rodrigo. Adolfo s'est coordonné avec le comptable pour préparer les documents pour les 2 dépôts. J'ai examiné chaque page, chaque annexe,
chaque référence croisée entre les différents éléments de preuve. C'était un dossier énorme, dense, techniquement irréprochable. Le genre de documentation qui ne laisse aucun espace vide par lequel s'échapper. Pendant cette semaine à la maison, tout est resté pareil en surface. Brenda avait commencé à parler de changer certains meubles. Elle a mentionné lors d'une conversation téléphonique avec Juana qu'elle pensait refaire la cuisine. Elle parlait de la maison comme si elle était déjà entièrement sienne, comme si j'en avais déjà disparu, même si j'y étais encore physiquement. Elle m'a demandé encore 2 fois quand j'allais commencer à chercher un endroit où vivre. Je lui ai répondu que ce serait pour bientôt, et c'était vrai, bien que pas de la manière dont elle l'imaginait. Il y a eu une nuit, vers la fin de cette semaine-là, où je suis resté éveillé plus tard que d'habitude. J'étais dans le bureau en train de revoir certains documents pour la dernière fois quand j'ai entendu Brenda descendre les escaliers. Elle est passée devant la porte du bureau sans y jeter un coup d'œil, est allée dans la cuisine, y est restée un moment, puis est remontée. Pendant ce laps de temps, je suis resté complètement immobile, les documents devant moi, écoutant ses pas. J'ai pensé à ces 18 années, pas exactement avec nostalgie, mais avec cette sorte d'archéologie émotionnelle que l'on fait quand on essaie de comprendre comment on est arrivé à un endroit dont on n'aurait jamais imaginé l'existence. J'ai pensé à la personne que je croyais qu'elle était. J'ai pensé à toutes les conversations, à tous les projets que nous avions faits ensemble, à toutes les nuits où je rentrais tard du travail et où elle m'attendait avec une expression que je lisais comme de l'amour, et dont je me demandais maintenant si cela avait été autre chose depuis le début. Je ne suis parvenu à aucune conclusion définitive cette nuit-là. Certaines questions n'ont pas de réponse nette, et la chose la plus honnête est d'accepter que la seule certitude que j'avais, c'était ce qui allait se passer ensuite. Le lendemain, Adolfo allait déposer les documents au tribunal aux affaires familiales et auprès des autorités compétentes, simultanément, de manière coordonnée, sans préavis à l'une ou l'autre des 2 personnes qui croyaient que cette partie était déjà terminée. Brenda se réveillerait ce matin-là en croyant que c'était une journée normale, que j'étais toujours l'homme vaincu qui avait signé sans résistance et qui cherchait tranquillement un appartement pendant qu'elle prévoyait de refaire la cuisine. Et à un moment donné de cette journée, tout cela allait changer. Pas avec une confrontation, pas avec des cris, pas avec le genre de drame auquel elle se serait probablement attendue de la part de quelqu'un dans ma position, mais avec des papiers, avec des chiffres. Avec des preuves qui avaient été construites au fil de mois de patience et qui étaient maintenant prêtes à faire exactement ce qu'elles avaient à faire. J'ai laissé Brenda croire qu'elle avait gagné parce que j'avais besoin qu'elle soit calme, qu'elle soit confiante, qu'elle ne déplace rien, qu'elle ne transfère rien, qu'elle n'active aucune des portes de sortie qu'elle avait construites si soigneusement depuis si longtemps. Et cela avait parfaitement fonctionné. C'était maintenant mon tour. Le jour où Adolfo a déposé les documents s'est levé comme n'importe quel autre. Le soleil entrait par les fenêtres de la même façon. Le café avait la même odeur. Les oiseaux faisaient le même bruit que d'habitude dans le jardin que Brenda prévoyait déjà de réaménager avec l'argent qu'elle croyait être le sien. Je me suis levé à 6 heures, j'ai pris une douche, je me suis habillé calmement et je suis descendu prendre le petit déjeuner. Brenda dormait encore. Les enfants étaient déjà partis tôt pour l'école. La maison avait ce silence particulier des matins de semaine qui, pendant des années, avait été mon moment préféré de la journée. Ce moment de calme avant que tout ne commence. Je me suis versé du café, je me suis assis et j'ai attendu. À 9 heures précises, Adolfo est entré au tribunal aux affaires familiales avec le dossier complet. À 9h12, comme il me l'a raconté plus tard, le juge qui a reçu la documentation l'a examiné pendant plusieurs minutes en silence. Il a levé les yeux vers Adolfo avec une expression qui n'était pas exactement de la surprise, mais plutôt la gravité de quelqu'un qui comprend immédiatement la dimension de ce qui se trouve devant lui, et il a signé l'ordonnance de gel des avoirs sans poser de questions supplémentaires. À ce même moment, dans un autre bureau de la ville, un confrère d'Adolfo spécialisé en droit pénal déposait la plainte formelle auprès des autorités compétentes. Fraude, détournement d'actifs de l'entreprise, dissimulation d'actifs dans le cadre d'une procédure judiciaire, et les mouvements internationaux que le comptable avait documentés avec une précision qui ne laissait aucune place à l'interprétation. J'étais encore assis dans la cuisine quand Adolfo m'a envoyé un message texte. Il disait simplement, « Fais sur les 2 fronts. Appelle-moi quand tu peux. » Je l'ai appelé immédiatement. Il a tout confirmé avec cette voix calme qu'il adoptait quand les choses se passaient exactement comme prévu. Le gel était effectif immédiatement. Les 3 propriétés locales étaient bloquées, les comptes associés à la société écran de Brenda étaient bloqués.
Toute tentative de transférer ou de vendre ses actifs serait automatiquement rejetée par le système jusqu'à ce que la procédure judiciaire ait déterminé leur origine et leur destination légitime. Et le compte à l'étranger faisait l'objet d'une demande de coopération internationale qui, bien qu'étant le processus le plus lent de tous, était en marche. Brenda ne savait encore rien de tout cela. Elle est descendue dans la cuisine vers 10 heures avec la légèreté de ces derniers jours, les cheveux encore humides, parlant au téléphone avec quelqu'un pendant qu'elle se versait du café. Elle ne m'a pas salué directement. Elle a fait un vague geste de la main et a continué sa conversation. J'ai entendu des fragments, quelque chose à propos de meubles, quelque chose à propos d'une réunion qu'elle avait plus tard. La voix de Juana répondait à l'autre bout avec cette énergie qu'ont les gens qui célèbrent les victoires des autres comme si c'était les leurs. J'ai fini mon café, j'ai rincé la tasse et je suis parti au bureau. Ce que j'ignorais, c'est que quelques heures plus tard, alors que j'étais dans une réunion tout à fait routinière pour examiner les projections d'un nouveau projet, Brenda allait recevoir un appel qui changerait le ton de tout. Sa banque l'a informé que l'un de ses comptes avait fait l'objet d'une ordonnance de gel judiciaire. Adolfo me l'a raconté cet après-midi-là. Apparemment, Brenda avait appelé la banque 3 fois en moins d'une heure avec une voix qui, selon le cadre qu'il a reçu, est passée de la confusion à quelque chose qu'il a décrit comme une panique mal contrôlée. Ils lui ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas lui donner les détails de l'ordonnance du tribunal, qu'elle devrait consulter son avocat. Elle a raccroché, et 10 minutes plus tard, Rodrigo recevait un appel similaire concernant les comptes associés à la société qu'ils avaient tous deux utilisés comme structure intermédiaire. Ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, l'atmosphère était complètement différente. Brenda était assise dans le salon. Il n'y avait pas de lumières supplémentaires allumées, pas de téléphone à la main, pas de conversation avec Juana. Elle était assise dans une posture que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. Rigide, contenue, les bras croisés, avec une expression qui mêlait confusion et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur, même si elle n'était pas encore prête à le laisser paraître complètement. Elle m'a regardé quand je suis entré. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle demandé. Elle l'a dit à voix basse, sans le ton dominant de ces derniers jours, sans l'assurance de la femme qui avait jeté les papiers sur la table et m'avait dit qu'elle allait tout garder. C'était une question différente. C'était la question de quelqu'un qui commence à comprendre que le sol qu'il croyait solide présente des fissures qu'il n'avait pas vues. Je me suis arrêté au milieu du salon. Je l'ai regardé calmement. Me protéger, ai-je répondu, et j'ai continué à marcher vers les escaliers. Il n'y a pas eu d'autre conversation cette nuit-là. Je l'ai entendu passer des appels depuis la chambre d'une voix basse et tendue. Le genre de conversation que l'on a quand on essaie de comprendre l'ampleur de quelque chose qui vient de nous échapper. Je ne pouvais pas entendre les détails, mais je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce qui se passait de l'autre côté de cette porte. Ce que Brenda découvrait à ce moment-là, avec l'aide de son propre avocat qui lui expliquait sûrement la situation avec une franchise qu'elle n'avait pas anticipée, c'était que l'accord de divorce qu'elle avait célébré avec tant d'enthousiasme avait été formellement contesté. Que les biens qu'elle croyait déjà siens étaient gelés par ordonnance du tribunal. Qu'il y avait une enquête en cours qui allait bien au-delà du tribunal aux affaires familiales. Et que l'homme qui avait signé ces papiers sans hésitation et qu'elle avait rejeté comme étant vaincu et prévisible avait construit tout cela des mois à l'avance, pendant qu'elle planifiait de nouveaux meubles et des rénovations de cuisine. Rodrigo, comme me l'a dit Adolfo le lendemain, avait réagi différemment. Il avait appelé un avocat pénaliste le même après-midi. Il avait annulé tous ses engagements pour le lendemain et avait essayé, comme le comptable a pu le retracer à travers certains registres, d'effectuer un transfert depuis l'un des comptes intermédiaires qui n'avait pas encore été identifié à ce moment-là. Le transfert a été automatiquement bloqué, ce qui nous a appris quelque chose d'important. Cela nous disait que Rodrigo savait exactement sur quoi portait l'enquête dès le premier instant. Qu'il n'y avait eu aucune phase de confusion sincère de sa part. Que lorsqu'il a reçu la notification de la banque, il n'a pas appelé pour demander ce qui se passait. Il a appelé pour essayer de déplacer ce qui restait avant qu'il ne soit trop tard. Cette tentative de transfert bloqué est devenue une pièce supplémentaire du dossier. Une pièce qu'Adolfo a reçue avec une satisfaction contenue que je lui avais rarement vue. Ceci, m'a-t-il dit lorsqu'il me l'a communiqué, est exactement le genre de comportement qu'un procureur a besoin de voir pour comprendre que nous ne parlons pas d'une erreur comptable. Les jours qui ont suivi ont été d'une sorte de calme tendu, presque surréaliste. Brenda et moi continuions à vivre dans la même maison car la procédure judiciaire n'avait pas encore déterminé la situation de la propriété, et aucun de nous n'était prêt à déménager avant que ce ne soit clair.
Nous nous croisions dans les couloirs avec le minimum de politesse requis par le fait que nos enfants étaient toujours dans la maison et n'avaient pas besoin de voir quoi que ce soit qui les perturberait plus que nécessaire. Elle avait arrêté de parler de meubles. Elle avait arrêté d'appeler Juana avec la joie des jours précédents. Son avocat venait lui rendre visite l'après-midi, et je pouvais entendre depuis le bureau le murmure de conversations longues et sérieuses qui duraient parfois jusqu'à 2 heures. Un après-midi, en passant devant le salon où elle était en réunion avec son avocat, j'ai surpris un fragment de la conversation. Juste quelques mots, mais suffisants. J'ai entendu son avocat dire quelque chose sur la solidité du dossier que nous avions présenté contre eux. J'ai entendu la voix de Brenda répondre à quelque chose que je n'ai pas pu déchiffrer entièrement. Et puis, j'ai entendu un silence qui a duré plusieurs secondes et qui en disait plus que n'importe quel mot. C'était le silence de quelqu'un qui commençait à comprendre que les choses n'allaient pas se terminer comme il l'avait prévu. Ce soir-là, alors que je révisais des documents dans le bureau, j'ai reçu un message d'Adolfo. Bref, direct, avec la précision qui le caractérisait. L'audience est fixée. 3 semaines. Prépare-toi. J'ai lu le message 2 fois, j'ai mis le téléphone dans ma poche et je me suis permis, pour la première fois depuis de nombreuses semaines, quelque chose qui ressemblait à un vrai sourire. 3 semaines. 21 jours. Le temps qui restait avant que tout ce qui avait été construit en silence, avec patience, avec une froideur qui m'avait coûté plus à maintenir que ce que j'avais montré à quiconque, ne soit enfin mis en lumière au seul endroit où cela comptait vraiment. Devant un juge, avec des preuves, avec des chiffres, avec une vérité qui n'avait plus nulle part où se cacher. Brenda croyait me connaître. Elle pensait savoir exactement comment j'allais réagir, exactement jusqu'où allait ma capacité de réponse, exactement quel genre d'homme j'étais quand j'étais poussé au pied du mur. Elle s'était trompée dans chacun de ses calculs. Et dans 3 semaines, elle allait le comprendre complètement. Les 3 semaines précédant l'audience ont été les plus longues dont je me souvienne. Non pas à cause de l'incertitude, non pas parce que je doutais de ce que nous avions construit ou de la solidité des preuves qu'Adolfo avait préparées, mais parce qu'il y a quelque chose dans l'attente calculée qui consume l'énergie d'une manière différente de l'action. Quand on agit, quand on fait, quand on construit, le temps passe avec un but visible. Mais quand tout est prêt et qu'il ne reste plus qu'à attendre que l'horloge atteigne le bon moment, chaque jour a un poids particulier qu'il est difficile de décrire à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Je me suis concentré sur le travail, sur mes enfants, sur les conversations avec Lydia, ma mère, qui continuait à m'appeler tous les 2 ou 3 jours sans savoir exactement ce qui se passait. Mais qui avait cette capacité qu'ont certaines personnes à offrir du calme sans avoir besoin de connaître tous les détails. Je lui ai dit que nous traversions un processus difficile, que les choses se résolvaient, que les enfants allaient bien. Elle n'a pas posé d'autres questions. Elle m'a juste dit, comme elle l'avait fait toute ma vie dans les moments importants, « Aurelio, tu as toujours su faire les choses avec ta tête. Ne l'oublie pas maintenant. » Je ne l'ai pas oublié. Brenda, au cours de ces 3 semaines, s'est transformée d'une manière que j'observais à distance avec un mélange de sentiments que j'ai encore du mal à démêler. La confiance des premières semaines avait complètement disparu. À sa place, une nouvelle tension était apparue, visible dans de petits détails que seul quelqu'un qui la connaissait depuis 18 ans pouvait lire avec précision. La façon dont elle tenait son téléphone, la vitesse à laquelle elle répondait quand on lui parlait, la façon dont elle évitait certains sujets devant les enfants avec une maladresse qui ne lui ressemblait pas, elle qui avait toujours été très habile pour gérer les apparences. Son avocat lui rendait souvent visite. Parfois, une femme que je ne connaissais pas venait aussi et, comme j'ai pu le déduire de quelques fragments de conversation, c'était une comptable ou une conseillère financière que Brenda avait engagée pour essayer de comprendre l'étendue exacte de ce à quoi elle faisait face. Ces réunions duraient des heures et quand elles se terminaient, Brenda sortait toujours avec une expression qui s'était durcie au fil des jours, comme quelqu'un qui reçoit progressivement de mauvaises nouvelles et qui se construit une carapace pour ne pas montrer à quel point cela l'affecte. Rodrigo avait disparu de l'entreprise. Pas brusquement, pas avec une confrontation, ni avec une démission formelle présentée de façon dramatique. Il avait simplement commencé à s'absenter. D'abord un jour, puis 2, puis une semaine entière. Il répondait à ses emails avec de plus en plus de retard. Ses engagements internes restaient sans réponse. Le personnel a commencé à se poser des questions, et j'ai donné des réponses neutres qui n'expliquaient rien car ce n'était pas encore le moment d'expliquer quoi que ce soit. Ce que j'ai fait, sur les conseils d'Adolfo, c'est d'entamer formellement le processus de révision de son poste d'associé.
C'était une étape nécessaire et c'était aussi la bonne décision du point de vue de l'entreprise et des personnes qui y travaillaient. Des personnes qui n'avaient aucune responsabilité dans ce qui s'était passé et qui méritaient que la situation soit gérée sérieusement. Un matin, 5 jours avant l'audience, Adolfo m'a appelé pour une dernière réunion de préparation. Il voulait que nous revoyions ensemble la structure de la présentation, l'ordre dans lequel les preuves apparaîtraient, les points où il anticipait que l'avocat de Brenda essaierait de contester la documentation, et comment il répondrait à chacune de ces contestations. Je suis arrivé à son bureau à 10 heures du matin. Adolfo avait étalé le dossier complet sur la table de réunion, organisé en sections clairement différenciées avec des intercalaires de couleurs. C'était un document qui, dans sa version physique, était considérablement épais. Le genre de dossier qui, lorsqu'un juge le reçoit, lui fait immédiatement comprendre qu'il représente des mois de travail méticuleux et non un argumentaire construit à la hâte. Nous avons passé 4 heures à tout revoir. Adolfo m'a expliqué chaque section, a souligné les points ayant le plus d'impact, m'a préparé aux questions que le juge poserait probablement, et à celles que l'avocat de la partie adverse poserait. Il m'a également expliqué comment il gérerait le moment où les preuves des transferts internationaux apparaîtraient dans la présentation, car c'était le point le plus grave et il voulait s'assurer que l'impact soit exactement le bon. Ni atténué ni exagéré, juste les faits présentés avec une clarté qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Quand nous avons terminé, Adolfo a rassemblé les papiers avec ce geste méthodique qui m'était si familier et m'a regardé de l'autre côté de la table. « Comment vas-tu » a-t-il demandé, non pas comme une formalité, mais comme une vraie question. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que j'allais bien. Qu'il y avait des moments où le poids de tout cela se faisait plus sentir que d'autres. Qu'il y avait des nuits où je restais éveillé plus longtemps que je ne le voulais. À penser à mes enfants et à la façon dont ce qui allait arriver les affecterait, mais qu'il y avait aussi une clarté dans ce que je faisais qui me maintenait stable. Que je savais que c'était la bonne chose à faire et que cela, en fin de compte, suffisait pour continuer. Adolfo a hoché la tête. Un juge remarque quand quelqu'un est là pour les bonnes raisons, m'a-t-il dit, et il remarque quand quelqu'un est là juste pour gagner. Cette différence compte plus que les gens ne le pensent. J'ai quitté son bureau avec cette phrase résonnant dans ma tête. Les derniers jours avant l'audience se sont écoulés avec une lenteur qui semblait quelque peu irréelle. Brenda parlait à peine à la maison. Les enfants remarquaient la tension, même s'ils n'en comprenaient pas la cause exacte, et j'ai fait un effort conscient pour maintenir avec eux une normalité qui leur donnerait quelque chose de stable à quoi se raccrocher au milieu de tout ce qui se passait autour d'eux. Je les aidais à faire leurs devoirs. Nous regardions parfois des films ensemble. Je leur posais des questions sur leurs amis, sur leurs affaires, sur les petits détails de leur journée, qui sont ce qui construit vraiment la confiance entre un père et ses enfants. La nuit précédant l'audience, je n'ai pas beaucoup dormi. Pas par peur. C'était quelque chose de différent, une sorte de veille que le corps impose quand il sait que le lendemain, quelque chose d'important va changer de façon irréversible. Je suis resté dans le bureau jusqu'après minuit, non pas à réviser des documents parce qu'il n'y avait plus rien à réviser, mais simplement assis en silence avec une tasse de café qui a refroidi sans que je m'en aperçoive. J'ai pensé au moment où Brenda avait jeté les papiers sur la table. À l'expression de son visage quand j'ai signé sans hésitation. À l'appel qu'elle avait passé à Juana ce soir-là pour célébrer. Au mois précédent, pendant lesquels j'avais continué à travailler, continué à faire confiance, continué à être l'homme dont elle et Rodrigo avaient besoin pour que leur plan fonctionne. J'ai pensé à tout cela sans colère. La colère était passée depuis longtemps, quelque part dans les premières semaines, quand j'étais encore en train d'assimiler l'ampleur de ce que j'avais découvert. Ce qui restait maintenant ressemblait plus à une détermination tranquille. La détermination de quelqu'un qui sait ce qu'il va faire et pourquoi il va le faire, et qui n'a pas besoin de se convaincre à la dernière minute que c'est la bonne chose à faire. Je suis allé me coucher après 1 heure du matin. J'ai réglé le réveil sur 6 heures et, avant d'éteindre la lumière, je suis resté un moment à fixer le plafond dans le noir. Demain, dans une salle d'audience de cette ville, il allait se passer quelque chose que Brenda n'avait anticipé dans aucun de ses calculs. Elle allait voir se dérouler devant elle, page par page, chiffre par chiffre, transfert par transfert, la preuve complète de ce qu'elle et Rodrigo avaient construit en croyant que personne ne le verrait jamais. Elle allait voir comment chaque pièce de ce plan, qu'elle avait exécuté avec tant de patience et d'assurance, se transformait en la preuve même qui la détruisait. Et je serais assis là, calme, sans élever la voix, car je n'aurais pas besoin de l'élever. J'ai éteint la lumière, j'ai fermé les yeux et, pour la première fois depuis de nombreuses semaines, je me suis endormi presque immédiatement.
Le jour de l'audience s'est levé avec un ciel dégagé et une lumière claire qui entrait par les fenêtres de la chambre d'amis avec une netteté qui semblait presque délibérée. Je me suis levé avant que le réveil ne sonne. J'ai pris une douche calmement. Je me suis habillé d'un costume que j'avais préparé la veille au soir, gris foncé, avec une cravate bleue que Lydia m'avait offerte des années auparavant et que je portais lors des moments que je considérais comme importants. Ce n'était pas de la superstition. C'était juste ma façon de marquer certains jours comme étant différents des autres. Je suis descendu dans la cuisine, j'ai préparé du café, je me suis assis au même endroit où, des semaines plus tôt, j'avais signé ces papiers pendant qu'Adolfo me chuchotait à l'oreille que j'étais fou. J'ai bu le café lentement, en regardant le jardin par la fenêtre, ce jardin que Brenda avait prévu de réaménager avec de l'argent qui n'était pas à elle. J'ai entendu du mouvement en haut. Brenda était aussi réveillée tôt. Je l'ai entendu bouger dans la chambre. J'ai entendu l'eau couler. J'ai entendu le silence tendu qu'a une maison quand deux personnes se préparent pour le même moment depuis des endroits complètement opposés. Les enfants dormaient encore. Je les avais laissés aux soins de Lydia, qui était arrivée la veille au soir sans poser de questions. Avec cette capacité qu'elle a d'apparaître exactement quand on a besoin d'elle. Quand je lui ai dit au revoir dans le couloir la veille au soir, elle a pris mon visage entre ses mains pendant une seconde, m'a regardé intensément et a dit « Tu sais ce que tu fais ». Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, et je l'ai portée avec moi le lendemain comme on porte quelque chose qui pèse peu mais qui a beaucoup de valeur. Je suis arrivé au tribunal 20 minutes avant l'heure prévue. Adolfo était déjà là, debout devant l'entrée, sa mallette à la main et une expression concentrée que je savais déjà lire. Il m'a salué d'une poignée de main brève et ferme. « Prêt ?» a-t-il demandé. J'ai dit oui, et c'était vrai. Nous sommes entrés ensemble. La salle était de taille moyenne, avec cette atmosphère particulière qu'ont les espaces judiciaires. Une solennité fonctionnelle qui n'essaie pas d'être imposante, mais qui l'est quand même. Il y avait une longue table pour chaque partie, le banc du juge à l'avant, et quelques chaises supplémentaires sur les côtés pour les experts et les témoins qui pourraient être appelés pendant l'audience. Nous nous sommes assis à notre table. Adolfo a ouvert sa mallette et a organisé les documents avec des mouvements précis et silencieux. Je me suis assis bien droit, les mains sur la table, et j'ai attendu. Brenda est arrivée 5 minutes plus tard avec son avocat, un homme d'une cinquantaine d'années que je connaissais de nom, mais avec qui je n'avais jamais interagi directement. Elle est entrée sans me regarder. Elle s'est assise à la table de devant avec une posture qui essayait de projeter de l'assurance, mais qui, pour moi qui la connaissais trop bien, disait autre chose. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle a ajusté sa chaise, dont elle a posé son sac sur la table et dont elle a croisé les mains devant elle qui révélait une tension qu'elle faisait un effort considérable pour ne pas montrer. Le juge est entré à l'heure, un homme d'une soixantaine d'années, mince, avec une expression qui ne projetait ni sympathie ni hostilité, mais simplement la neutralité professionnelle de quelqu'un qui a entendu trop d'histoires pour se laisser influencer par aucune d'elles avant d'avoir vu les faits. Il a ouvert la séance avec les formalités d'usage, a expliqué le but de l'audience et a donné la parole en premier à l'avocat de Brenda, comme il se devait puisque c'était elle qui avait initié la procédure de divorce initiale. L'avocat de Brenda s'est levé. Il était doué, je l'ai remarqué d'emblée, il avait une façon de parler à la fois fluide et prudente, comme quelqu'un qui choisit chaque mot en sachant qu'il pourrait être utilisé contre lui. Il a présenté la position de sa cliente avec un récit que j'ai écouté avec une attention totale. Il a parlé d'un mariage détérioré, d'une décision mutuelle de se séparer, de l'accord que j'avais signé volontairement et sans pression. Il a essayé de construire l'image d'un processus propre, d'une séparation convenue entre deux adultes, d'un accord qui devait être respecté dans ses termes originaux. Il n'a pas mentionné les propriétés. Il n'a pas mentionné les transferts. Il n'a pas mentionné la société écran ni les comptes à l'étranger. Il a construit son argumentation sur ce qui figurait dans l'accord signé et a soigneusement évité tout ce qui n'y figurait pas. C'était une stratégie compréhensible, mais elle avait un problème fondamental. Nous allions mentionner tout cela. Quand le juge a donné la parole à Adolfo, mon avocat s'est levé avec un calme qui a rempli la pièce d'une manière difficile à expliquer. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a adopté aucun ton dramatique. Il a commencé à parler clairement et directement, présentant le contexte général de la contestation que nous avions déposée. Il a expliqué que l'accord signé ne pouvait être considéré comme valide parce qu'il avait été construit sur une déclaration de patrimoine qui dissimulait intentionnellement des actifs importants faisant partie des biens communs ou ayant été financés avec les ressources de l'entreprise du plaignant.
L'avocat de Brenda a essayé de l'interrompre à ce stade par une objection. Le juge l'a rejeté d'un geste bref et a demandé à Adolfo de continuer. Et puis Adolfo a commencé à présenter les preuves. Il l'a fait avec une méthodologie que nous avions revue ensemble pendant des heures. D'abord, les états financiers de l'entreprise pour la période de 18 mois en question. Il les a présentés comme contexte, sans encore souligner les irrégularités, juste les chiffres de base. Le juge les a examinés en silence pendant un moment et a hoché la tête pour qu'il continue. Ensuite, il a présenté l'analyse du jury comptable. C'est là que la température de la pièce a commencé à changer, pas d'une manière littérale, mais d'une manière que tout le monde dans cette salle pouvait ressentir. L'expert, qui était présent en tant que témoin expert, a été appelé pour expliquer sa méthodologie et ses conclusions. Il l'a fait avec une précision technique qui ne laissait aucune place à l'interprétation subjective. Chaque transfert identifié, chaque compte intermédiaire documenté, le schéma de fractionnement délibéré pour éviter les alertes automatiques, le lien direct entre les montants détournés et les comptes finaux au nom de Brenda. Je regardais le juge pendant que l'expert parlait. Il prenait des notes avec une concentration absolue. À aucun moment il n'a levé les yeux vers Brenda, mais moi je la regardais de temps en temps, discrètement, et ce que j'ai vu sur son visage était quelque chose que je n'avais pas totalement anticipé, bien que j'ai imaginé ce moment de nombreuses fois. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du déni. C'était une sorte de rigidité, comme si son corps avait décidé de cesser tout mouvement pour ne rien révéler de plus que ce qui était déjà en train d'être révélé. Son avocat lui a passé une note écrite. Elle l'a lue sans changer d'expression. Elle a écrit quelque chose et la lui a rendue. Cet échange silencieux s'est produit plusieurs fois pendant la présentation de l'expert. Et chaque fois que je l'observais, je comprenais que de l'autre côté de cette table, une série de décisions rapides était en train d'être prises sur la façon de répondre à quelque chose qui, de toute évidence, les avait pris au dépourvu et avec moins de préparation qu'ils ne l'avaient espéré. Quand l'expert a terminé sa présentation, Adolfo a continué. Il a présenté la documentation des 3 propriétés enregistrées au nom de Brenda et de la société qu'elle avait créée, les dates d'enregistrement, les montants des achats, la coïncidence temporelle exacte avec les périodes de plus grand détournement de fonds de l'entreprise. Et l'absence totale de ces propriétés dans la déclaration de patrimoine qu'elle avait soumise dans le cadre de la procédure de divorce. À ce moment-là, l'avocat de Brenda a demandé une suspension de séance. Le juge l'a accordée pour 15 minutes. Brenda s'est levée et a quitté la salle avec son avocat. Je suis resté à ma place. Adolfo s'est assis à côté de moi et a dit d'une voix très basse, « Ça se passe bien, exactement comme nous l'avions prévu. » J'ai hoché la tête, bu un peu d'eau, et j'ai attendu. Quand ils sont revenus, quelque chose avait changé dans la posture de l'avocat de Brenda. C'était subtil, mais visible pour quelqu'un qui prêtait attention. Il y avait quelque chose de moins ferme dans sa façon de s'asseoir, dans sa façon de ranger ses papiers, comme quelqu'un qui vient de recalculer une position et qui n'est pas complètement satisfait du nouveau résultat. L'audience a repris. Adolfo a présenté la dernière section du dossier, les transferts internationaux, la destination des fonds hors du pays, la demande de coopération internationale déjà active. Et la tentative de transfert bloqué que Rodrigo avait effectuée le jour même où il avait reçu la notification du gel des comptes. Ce mouvement désespéré qui avait été enregistré avec la date exacte, l'heure et le montant, et qui en disait plus sur la conscience coupable des 2 impliqués que n'importe quel argument que nous pourrions construire avec des mots. Quand Adolfo a terminé et s'est rassis, la salle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Le juge a examiné certains des documents devant lui, a pris des notes supplémentaires, puis a levé les yeux vers la table de Brenda et a demandé à son avocat s'il avait quelque chose à présenter en réponse aux preuves qui venaient d'être introduites. L'avocat de Brenda s'est levé, a parlé pendant plusieurs minutes, mais quelque chose dans sa présentation avait fondamentalement changé par rapport à l'assurance avec laquelle il avait commencé l'audience. Les mots étaient corrects, mais le poids derrière eux était différent. C'était le poids de quelqu'un qui argumente depuis une position qu'il s'est compromise et qui essaie de trouver l'angle le moins dommageable dans une situation où tous les angles comportent un certain niveau de dégâts. Je l'ai écouté en silence, sans bouger, sans changer d'expression. Et j'ai pensé à la nuit où Brenda avait appelé Juana pour célébrer, au rire que j'avais entendu depuis le couloir, à la légèreté avec laquelle elle avait parlé de nouveaux meubles et de rénovation. Pendant que je continuais à construire en silence ce qui se passait en ce moment même dans cette salle, cela avait valu chaque seconde d'attente. Le juge a ordonné une suspension de séance de 30 minutes avant de poursuivre avec la deuxième partie de l'audience.
Il s'est levé avec ce calme institutionnel qu'ont les juges expérimentés, a rassemblé ses notes et a disparu par une porte latérale sans rien dire d'autre. La salle s'est retrouvée avec ce silence particulier qu'ont les espaces judiciaires quand l'autorité se retire et que soudain, toutes les personnes présentes redeviennent simplement des personnes. Adolfo m'a touché le bras brièvement. « Sortons un instant », a-t-il dit à voix basse. Nous sommes sortis dans le couloir. C'était un long corridor avec de hautes fenêtres qui laissaient entrer une lumière blanche et uniforme. Nous nous sommes éloignés de quelques mètres de la salle d'audience, et Adolfo m'a parlé avec la voix calme mais directe qu'il utilisait quand il voulait que j'assimile quelque chose clairement. Il m'a dit que la première partie s'était mieux passée qu'il ne l'avait anticipé, même dans le scénario le plus optimiste, que les preuves des transferts internationaux avaient eu un impact visible sur le juge. Un impact qu'il avait mesuré non pas à ce que le juge avait dit, mais à la façon dont il avait pris des notes pendant cette section spécifique, avec une concentration différente de celle du reste de la présentation. Il m'a également dit qu'il s'attendait à ce que, dans la deuxième partie, l'avocat de Brenda essaie de contester la chaîne de possession de certains documents et peut-être la méthodologie de l'expert. C'était une manœuvre standard dans ce type de situation. Non pas parce qu'ils avaient des arguments solides pour le faire, mais parce que quand on n'a pas de réponse substantielle aux preuves, on attaque la procédure. C'était prévisible, et nous y étions préparés. J'ai écouté, j'ai hoché la tête, et je lui ai demandé quelque chose auquel je pensais depuis un moment. Je lui ai demandé s'il pensait que Brenda essaierait de parvenir à une sorte d'accord avant que le juge ne rende sa décision. Adolfo a réfléchi à la question un instant. Son avocat est intelligent, a-t-il répondu. Et un avocat intelligent, quand il voit ce qu'il vient de voir, commence à calculer. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il est probablement encore en mode réaction. Mais si la décision du juge va dans le sens que j'espère, et je pense que ce sera le cas dans les jours à venir, il y aura une discussion. Je n'ai rien dit. J'ai juste stocké cette information quelque part dans ma tête où je pourrais la traiter plus tard. De l'autre côté du couloir, j'ai vu Brenda sortir de la salle d'audience avec son avocat. Ils se sont arrêtés à l'extrémité opposée du corridor. Ils parlaient à voix basse, avec cette proximité physique propre aux conversations urgentes. Brenda avait les bras croisés et regardait le sol pendant que son avocat parlait. À un moment donné, elle a levé les yeux et nos regards se sont croisés pendant une seconde. Ce ne fut qu'une seconde, mais dans cette seconde, j'ai vu quelque chose que je ne m'attendais pas à voir chez elle. Je n'ai pas vu de colère. Je n'ai pas vu de défi. J'ai vu quelque chose qui ressemblait beaucoup à une compréhension tardive, comme si à ce moment-là, dans ce couloir, quelque chose s'était finalement mis en place dans sa tête d'une manière qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle a baissé les yeux presque immédiatement et a continué à écouter son avocat. J'ai détourné le regard moi aussi et j'ai continué à parler avec Adolfo des détails techniques de ce qui allait suivre. Quand le juge est revenu et que l'audience a repris, l'avocat de Brenda a fait exactement ce qu'Adolfo avait anticipé. Il a essayé de remettre en question la méthodologie de l'expert, a présenté des objections techniques sur la chaîne de possession de certains documents financiers. Il a fait valoir que certains des registres présentés avaient été obtenus par des canaux qui méritaient d'être examinés plus attentivement avant d'être admis comme irréfutables. L'expert a répondu à chaque objection avec une précision qui n'en laissait aucune en suspens. Il avait été préparé à cela aussi. Chaque document avait son origine clairement documentée. Chaque registre avait sa source vérifiable. Chaque élément de la chaîne de possession était soutenu par la documentation correspondante. Il n'y avait aucune faille. Nous avions travaillé précisément pour qu'il n'y en ait pas. Le juge a écouté les arguments des deux parties avec la même neutralité qu'il avait accordée à tout le reste. Il a posé quelques questions supplémentaires à l'expert. Il a posé une question à Adolfo sur la chronologie spécifique de certains mouvements financiers. Et puis il a fait quelque chose que je n'attendais pas à ce moment-là. Il s'est adressé directement à Brenda, pas à son avocat. Il lui a demandé d'une voix totalement neutre, mais qui a rempli la salle d'une manière qui nous a tous fait retenir notre souffle un instant. Si elle avait une explication qu'elle souhaitait fournir concernant les propriétés enregistrées à son nom qui n'avaient pas été déclarées dans la procédure de divorce. L'avocat de Brenda a essayé de répondre à sa place. Le juge l'a arrêté d'un geste. Il a répété la question en s'adressant à elle, attendant qu'elle soit celle qui réponde. Brenda s'est levée. Pendant un moment, je l'ai regardée avec une attention totale que je n'ai pas essayé de cacher. C'était la première fois de toute l'audience qu'elle allait parler directement.
Son avocat lui avait clairement conseillé de tout laisser entre ses mains. C'était la stratégie standard. Mais le juge venait de changer les règles avec une question directe qui ne pouvait être déléguée sans que cette délégation elle-même ne signifie quelque chose. Elle a parlé pendant moins de 2 minutes. Sa voix était contrôlée, mais avait un très léger tremblement que je reconnaissais, car je l'avais entendu parler pendant 18 ans et je savais exactement comment sa voix sonnait quand quelque chose la touchait vraiment, même si elle faisait le maximum d'efforts pour ne pas le montrer. Elle a dit que les propriétés représentaient des investissements personnels réalisés avec ses propres économies d'avant le mariage, qu'elle avait omis de les déclarer à cause d'une erreur de conseil juridique, qu'il n'y avait eu aucune intention de dissimulation. Quand elle a fini de parler, elle s'est rassise rapidement, comme si elle avait besoin de retourner à la sécurité de sa chaise. Le juge l'a regardé un instant, n'a rien dit dans l'immédiat, a noté quelque chose, puis a demandé à Adolfo s'il souhaitait répondre à cette déclaration. Adolfo s'est levé avec un calme absolu. Il a remercié le juge de cette opportunité, avec une précision qui a rendu la salle complètement immobile. Il a présenté la documentation prouvant que Brenda n'avait pas d'économies personnelles antérieures au mariage d'une ampleur permettant d'expliquer l'achat comptant de 3 propriétés pour une valeur totale de $320 000. Il a présenté les relevés de ses comptes personnels d'avant le mariage. Il a présenté la chronologie exacte reliant chaque achat aux périodes de plus grand détournement de fonds de l'entreprise. Et il a présenté la date de constitution de la société intermédiaire, qui remontait à plus de 15 ans après le mariage et ne pouvait donc être considéré comme un bien antérieur au regard d'un quelconque argument juridique raisonnable. Ce fut un moment d'une clarté dévastatrice, non pas parce qu'il était dramatique, mais précisément parce qu'il ne l'était pas. C'était simplement la vérité présentée avec ordre et preuve, sans fioriture, sans exagération, sans aucun élément émotionnel qui aurait pu distraire de la force des faits. L'avocat de Brenda a demandé à faire une déclaration supplémentaire. Le juge la lui a accordée. Il a parlé pendant plusieurs minutes, mais je pouvais entendre dans son argumentation qu'il y avait quelque chose de différent par rapport au début de l'audience. Il y avait moins de certitude. Il y avait plus de conditionnel. Il y avait plus de référence à la nécessité d'avoir du temps supplémentaire pour examiner la documentation, d'avoir l'opportunité de présenter des preuves complémentaires, de repousser des échéances qui, à ce stade du processus, n'existaient plus de la manière dont il en aurait eu besoin. Quand il a terminé, le juge a examiné ses notes pendant un long moment. La salle a attendu en silence. Puis il a parlé. Il a déclaré que les preuves présentées étaient suffisamment substantielles pour maintenir le gel des avoirs en vigueur et pour ordonner un audit judiciaire indépendant des mouvements financiers documentés. Il a déclaré que l'accord de divorce initial était suspendu dans tous ses effets jusqu'à ce que l'audit soit terminé et que le tribunal puisse déterminer le patrimoine réel des deux parties sur la base d'informations vérifiées. Et il a ajouté que les résultats de l'enquête pénale parallèle seraient intégrés au dossier dès qu'ils seraient disponibles. Ce n'était pas une résolution finale. C'était quelque chose de plus important à ce moment-là. C'était la confirmation que le terrain que Brenda croyait avoir gagné ne lui appartenait plus. Que ce qu'elle avait construit avec tant de patience et de confiance était en train d'être démantelé pièce par pièce dans cette même pièce où elle avait espéré célébrer sa victoire définitive. Nous avons quitté le palais de justice l'après-midi. Le soleil, à l'extérieur, avait cette intensité de milieu de journée qui vous oblige à fermer les yeux un instant quand vous sortez d'un espace clos. Je me suis arrêté sur les marches extérieures et j'ai respiré l'air frais avec une profondeur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Adolfo était à mes côtés. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis, il m'a regardé et a simplement hoché la tête. C'était suffisant. Les jours qui ont suivi l'audience ont eu une texture différente de tout ce que j'avais vécu au cours des mois précédents. C'était comme si l'air lui-même avait changé de composition. Il n'y a pas eu d'euphorie, pas de sentiment expansif que l'on imagine devoir ressentir quand quelque chose pour lequel on a tant travaillé commence à se résoudre dans le bon sens. C'était quelque chose de plus calme que ça. Plutôt comme le profond soulagement qui survient quand on arrête de porter quelque chose de très lourd et qu'il faut quelques jours à son corps pour se rappeler ce que c'est que de bouger sans ce poids. Adolfo m'a appelé 2 jours après l'audience. Il m'a informé que l'audit judiciaire avait été confié à un expert comptable désigné par le tribunal, un processus qui prendrait plusieurs semaines, mais qui était déjà en marche. Il m'a également informé que les autorités menant l'enquête pénale avaient formellement demandé la documentation complète du dossier civil dans le cadre de leur propre procédure. Les 2 lignes d'enquête avançaient en parallèle, se nourrissant l'une l'autre, construisant un dossier qui,
au fil des semaines, devenait de plus en plus difficile à contester sous quelque angle que ce soit. Rodrigo avait engagé l'un des avocats pénalistes les plus connus de la ville. Adolfo me l'a dit avec une neutralité qui ne cachait pas complètement ce que ce fait signifiait. Quand on engage ce type de représentation juridique à ce stade d'une procédure, on ne le fait pas parce qu'on croit pouvoir prouver son innocence. On le fait parce qu'on calcule comment minimiser les dégâts. C'était un signe clair qu'il savait exactement ce qu'il avait fait et que sa stratégie était passée de la négation à la négociation. Une semaine après l'audience, l'avocat de Brenda a contacté Adolfo. Il voulait explorer la possibilité d'un accord. Adolfo me l'a communiqué l'après-midi même avec une précision que j'ai appréciée. Il ne l'a pas présenté comme une victoire ou un piège. Il l'a simplement présenté pour ce que c'était, des informations dont j'avais besoin pour prendre des décisions. Il m'a expliqué mes options. Je pouvais refuser toute discussion sur un accord et laisser la procédure judiciaire suivre son cours naturel jusqu'à la résolution finale, ou je pouvais écouter ce qu'ils avaient à offrir sans m'engager à rien. Avec la possibilité de rejeter l'offre à tout moment si les conditions n'étaient pas acceptables. Je lui ai demandé son avis. Il m'a dit que, d'après son expérience, lorsque les preuves sont aussi solides que les nôtres, les accords conclus à ce stade sont généralement nettement plus favorables à la partie qui détient les preuves que tout ce que le processus judiciaire pourrait prendre des mois à produire. Mais que la décision m'appartenait entièrement et qu'il respecterait la voie que je choisirais. Avec la même détermination, je lui ai dit que je voulais écouter. La réunion a eu lieu 4 jours plus tard dans le bureau d'Adolfo, avec les 2 avocats présents, et Brenda et moi assis de part et d'autre de cette même table de réunion où, des semaines plus tôt, Adolfo avait étalé le dossier complet pour que je l'examine une dernière fois. C'était un espace que je connaissais bien, et cette familiarité m'a aidé à maintenir le calme que je voulais projeter. Brenda est entrée sans me regarder directement, s'est assise, a croisé les mains sur la table, et pour la première fois dans tout ce processus, je l'ai vue sans l'armure qu'elle portait depuis le jour où elle m'avait dit qu'elle voulait divorcer. Il n'y avait plus d'assurance dans sa posture, plus la légèreté des jours où elle pensait avoir gagné. Il y avait quelque chose qui ressemblait plutôt à la fatigue de quelqu'un qui a tenu une position pendant trop longtemps et qui n'a plus l'énergie pour continuer à la tenir. Son avocat a présenté la proposition. Elle était substantiellement différente de ce qu'elle avait exigé des semaines plus tôt en jetant des papiers sur la table. Elle proposait la restitution des actifs détournés de l'entreprise par le biais d'un plan structuré, le transfert des propriétés locales au patrimoine de l'entreprise dans le cadre de la restitution, une renonciation complète à toute réclamation sur l'entreprise ou ses futurs actifs. Et en ce qui concerne le divorce lui-même, un partage équitable et documenté des véritables biens familiaux, ceux qui avaient été légitimement bâtis pendant le mariage. Il n'a pas mentionné directement le compte à l'étranger, mais l'omission elle-même valait aveu. Son avocat savait que nous savions, et il savait que ce point devrait être abordé d'une manière ou d'une autre avant qu'un accord puisse être considéré comme complet. Adolfo a écouté toute la proposition sans l'interrompre, a pris des notes, et quand l'avocat de Brenda a terminé, Adolfo a dit calmement que nous devions inclure dans tout accord une clause spécifique concernant les fonds à l'étranger avec un mécanisme de rapatriement vérifiable et un délai défini. Sans cette clause, m'a-t-il dit à ce moment-là devant tout le monde, tout accord manquait de l'exhaustivité nécessaire pour être jugé acceptable. L'avocat de Brenda a regardé sa cliente. Il y a eu un échange silencieux entre eux, puis il a hoché la tête. Ils ont accepté de l'inclure. Nous n'avons rien signé ce jour-là. Il y avait des détails à régler, à rédiger avec précision, à revoir par les 2 parties avec le soin qu'un document de cette envergure méritait. Mais quand j'ai quitté cette réunion, il y avait quelque chose dans l'air qui était qualitativement différent de tout ce qui avait précédé. C'était le sentiment que le terrain avait été défini, que les limites étaient claires, que ce qui restait à faire était d'ordre technique, et non plus stratégique. Dans le couloir, avant que chacun de nous ne parte de son côté, Brenda s'est arrêtée un instant. Son avocat a continué à marcher vers l'ascenseur. Elle s'est tenue à quelques pas de moi avec une expression que je n'arrivais pas vraiment à lire sur le moment, et que je trouve encore difficile à décrire avec précision aujourd'hui. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a rien dit qui ressemble à une explication. Elle m'a juste regardé pendant une seconde et a dit d'une voix très basse, presque comme si elle se parlait plus à elle-même qu'à moi, « Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. » Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai regardé et puis j'ai dit avec le même calme avec lequel j'avais géré tout cela depuis le début, « Je ne pensais pas que ce serait nécessaire non plus. » Elle est partie. Je suis resté dans ce couloir encore un instant, seul avec le bruit sourd du bâtiment autour de moi.
Et j'ai pensé que ces deux phrases, la sienne et la mienne, résumaient d'une certaine manière tout ce qui s'était passé entre nous au cours de ces derniers mois bien mieux que n'importe quel document juridique ou n'importe quelle présentation dans une salle d'audience. Elle n'avait pas pensé que j'irais aussi loin parce qu'elle ne m'avait jamais vraiment vu. Elle avait vu l'homme qui travaillait, qui construisait, qui faisait confiance, qui signait sans poser de questions. Mais elle n'avait pas vu ce qui se cachait sous tout cela, chez une personne qui avait passé toute sa vie à apprendre à résoudre des problèmes avec patience et précision. Et moi, je n'avais pas pensé qu'il serait nécessaire d'aller aussi loin parce que pendant 18 ans, j'avais choisi de croire que ce que nous avions était réel. Les deux choses étaient vraies en même temps. Et cette double vérité était probablement la partie la plus difficile à supporter dans tout cela. L'accord final a été signé 3 semaines plus tard. Les conditions sont restées exactement telles qu'elles avaient été négociées, sans modification substantielle. Les actifs détournés seraient restitués dans un délai défini avec des garanties vérifiables. Les propriétés locales ont été transférées. La clause concernant les fonds à l'étranger a été rédigée avec la précision qu'Adolfo avait exigée, et la procédure pénale a suivi son cours indépendamment, car un accord civil n'a pas la capacité de clore une enquête pénale. Quelque chose que l'avocat de Brenda savait depuis le début et qui faisait partie du calcul qu'ils avaient fait au moment de décider de négocier. Rodrigo a conclu son propre accord avec les autorités des semaines plus tard. Ce ne fut pas un processus propre ou rapide, mais il y est parvenu. L'entreprise est allée de l'avant. J'ai engagé quelqu'un de nouveau pour couvrir le secteur que Rodrigo avait quitté, une personne recommandée par un contact de confiance, avec des références vérifiées et un profil qui ne laissait aucune place au genre d'ambiguïté que j'avais trop longtemps ignoré par le passé. Les chiffres ont recommencé à concorder. L'équipe a retrouvé une stabilité dont je n'avais pas réalisé à quel point elle avait été perdue jusqu'à ce qu'elle commence à revenir. Mes enfants se sont adaptés avec cette capacité qu'ont les enfants à trouver un équilibre dans des situations que les adultes autour d'eux sont encore en train de digérer. Je les voyais plus. Je leur parlais plus. J'ai appris à être présent de manière que le travail et la distraction de ces dernières années m'avaient empêché de pratiquer aussi souvent qu'ils le méritaient. Lydia venait dîner le dimanche, s'asseyait sur la même chaise que d'habitude, buvait son café avec le même calme que d'habitude, et me regardait de temps en temps avec cette expression qui n'avait besoin d'aucun mot pour dire ce qu'elle disait. Un après-midi, après que les enfants soient allés dans leur chambre et que nous soyons restés seuls dans la cuisine, elle m'a demandé comment je me sentais vraiment. Pas à propos de la procédure, pas à propos de l'entreprise, mais moi. Comment allais-je ? Je lui ai dit que je retrouvais le chemin vers quelque chose que je ne savais pas encore exactement comment nommer. Quelque chose qui avait à voir avec le fait d'avoir confiance en ce que l'on construit, et en la façon dont on le construit. Avec le fait de ne pas ignorer ce que l'on voit sous prétexte qu'il est plus confortable de ne pas le voir. Avec la compréhension que la patience n'est pas synonyme de passivité, et qu'il y a des moments où la réponse la plus puissante que l'on puisse donner est simplement de savoir attendre le bon moment. Elle m'a écouté en silence. Quand j'ai eu terminé, elle a pris sa tasse de café à 2 mains et m'a dit quelque chose qui est resté en moi, d'une manière qui, encore aujourd'hui quand je m'en souviens, a le même poids que la première fois où je l'ai entendu. Elle a dit, un homme qui sait construire en silence ne perd jamais vraiment, car ce qu'il construit en silence est la seule chose que personne ne peut lui enlever. Je suis resté avec ces mots cette nuit-là. J'ai continué à les porter les jours suivants. Je les porte encore parce qu'au final, quand on enlève tout le bruit, tous les papiers, toutes les audiences, toutes les nuits blanches, et tous les moments où le poids de ce qui se passait semblait plus lourd que ce que je voulais admettre, ce qui est resté était quelque chose de simple. Je n'ai pas gagné parce que j'étais plus intelligent. Je n'ai pas gagné parce que j'avais de meilleurs avocats. Je n'ai pas gagné parce que le système a fonctionné exactement comme il le devait. J'ai gagné parce que j'ai cessé d'ignorer ce que je voyais. Et au bout du compte, c'est la seule victoire qui compte vraiment.